Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, nous voilà de retour comme chaque jeudi 14h-15h, nous parlons économie. Oui, jeudi 14h-15h, c'est en direct, c'est sur Radio Lac et c'est quand vous le souhaitez sur One TV, le site onetv.ch. Beaucoup de choses évidemment à venir dans cette émission. Nous allons nous intéresser à la chimie, la pharma suisse. C'est quand même très particulier d'avoir autant de pépites dans un si petit pays. Mais oui, on verra que c'est bien le cas. Nous allons également nous intéresser à la distribution de produits frais, de produits locaux, tout cela de manière socialement responsable. Trop beau pour être vrai ? Peut-être pas, c'est ce que l'on verra un petit peu plus tard dans cette émission. J'aimerais également dire bonjour autour de cette table à Nathalie Hardine. Bonjour à vous. Bonjour Benjamin. Directrice politique, directrice du département politique de la CCIG, la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Qu'est-ce que l'on va pouvoir vivre avec vous bientôt ? Alors cet été, au mois de juin, du 21 au 23 juin, le Congrès mondial des chambres de commerce, c'est donc un congrès international qui, pour la première fois dans l'histoire des chambres de commerce suisses, se déroulera en Suisse et plus précisément à Genève, berceau de la vie internationale, du multilatéralisme. Et c'est de ces sujets dont on débattra fin juin à Genève avec énormément de conférenciers de premier plan, d'entreprises mondialement connues. Et nous attendons des centaines et des centaines de représentants des chambres de commerce du monde et beaucoup d'entrepreneurs locaux qui auront envie de venir écouter ces conférences qui seront passionnantes. C'est ça qui est important, c'est-à-dire nous à Genève, d'avoir accès à ces personnes que d'habitude on ne voit pas ou qu'on n'entend pas forcément, et ils seront là, ils seront chez nous, quoi. Ils seront chez nous, effectivement. Ce congrès tourne dans toutes les grandes villes du monde. Genève a eu la chance de gagner l'organisation du congrès 2023. Ce sont des très très gros préparatifs en cours à la Chambre. D'ailleurs, je fais un coucou à mes collègues qui sont à Paris pour négocier ce qui doit être négocié avec nos collègues de la Chambre de commerce internationale, ICC. Et on se réjouit de vous voir tous à Palais Expo en juin. Les informations évidemment sur le site. Sur le site de la Chambre. Oui. C'est CIG.ch. On pourra venir, on pourra faire l'émission depuis là-bas. Eh bien, ça se présente bien, d'après ce que j'ai entendu. On se réjouit de vous entendre. J'espère quand même qu'on puisse nous aussi vivre tout ça de l'intérieur et que vous, qui nous écoutez, qui nous regardez, vous puissiez également avoir accès à tout cela. Nos premiers invités, les voici, c'est Parlons économie. Bienvenue. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. À quoi servent les centres commerciaux en 2023 ? Eh bien, eux auront la réponse. Bonjour, Jérôme Borfiga. Bonjour Benjamin, merci de ta invitation. Merci à vous d'être présent. Vous êtes le directeur du centre commercial de la Praille pour Wincasa. Bonjour, Yvan Aralambov. Bonjour Benjamin. Vous êtes le directeur de Balexer, donc 2 centres commerciaux à Genève, bien connus. Les centres commerciaux, on en est où ? On n'arrête pas de nous dire, voilà, le commerce physique, c'est fini, ou alors on retourne vers les petits commerçants de quartier. J'ai l'impression que vous êtes entre ces deux mondes, les centres commerciaux. On commence sous Balexer, la Praille. Ouais, écoutez, non, c'est loin d'être terminé. On le voit tant au niveau des fréquentations que du fait que nous n'avons pas de vacants dans le centre commercial de la Praille. Et on a en effet retrouvé notre clientèle et nos niveaux d'avant Covid. Avec la particularité d'avoir tout sous le même toit. Je veux dire, c'est quand même la base d'un centre commercial et c'est ce qui fait le succès des centres commerciaux, je dis une bêtise. Non, c'est un facteur important et puis ça devient un lieu de vie. Et on le voit avec l'engouement pour tous les espaces que l'on peut avoir de restauration, de loisirs, de divertissement qui prennent une part importante dans les centres commerciaux. Même chose à Balexer ? Même chose à Balexer. Pour venir à votre question, vous parliez du commerce en ligne. Je pense qu'il y a de la place pour les deux. Pour les deux canaux de distribution. Ça représente toujours environ 10% du commerce. Et puis, il n'y a pas de chute vertigineuse du commerce physique. Ça se traduit par une magnifique année 2022 qu'on a effectuée pour le compte de Balexer. Et puis, au vu du premier mois qui vient de s'écouler, force est de constater que les centres commerciaux ont encore une raison d'être aujourd'hui. Je vais être très franc, je pensais que vous étiez des concurrents féroces et je vous demandais hors antenne, vous disiez non, finalement c'est une concurrence saine parce que dans les deux cas on va retrouver un grand fournisseur de produits, Coop ou Migros, il va y avoir des cinémas, il va y avoir une offre de restauration, etc. Je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a dans vos centres. Et donc finalement vous vous ressemblez, mais vous ne vous tirez pas la bourre plus que ça. J'en suis presque surpris.
Non, Non. chacun a sa zone de chalandise. Chacun a se met au niveau de la culture de sa zone de chalandise également. Et puis, loin de là, il n'y a même pas à dire qu'on se complète, puisqu'on offre plus ou moins la même panoplie. Peut-être, voilà, je ne vais pas mettre en avant, ne serait-ce par respect pour Jérôme, on a 130 magasins, on a aussi des divertissements, des loisirs et des magasins, c'est clair. Bah oui, ça reste quand même un petit peu la base. Effectivement, justement, ce commerce en ligne, c'est un complément au commerce physique. Comment est-ce que vous le voyez, chacun? Le centre commercial reste un lieu d'expérience. Les gens viennent nous voir, visitent des enseignes pour pouvoir expérimenter, tester, essayer des produits, prendre du conseil. La période Covid, dans le seul élément positif que l'on peut retenir, c'est que ça a permis à nos visiteurs de réaliser à quel point ils étaient attachés à cette expérience-là. Parce que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à n'avoir que la version online. Donc en fait, non, ça reste un lieu d'expérience. Mais est-ce qu'on est sûr que les consommateurs, consommatrices font l'intégralité de l'acte d'achat chez vous aussi? On pourrait très bien venir chez vous, prendre des conseils. Bah tiens, je veux une nouvelle télévision, celle-là, elle a l'air bien. Puis après, je vais l'acheter sur Internet parce qu'au moins, elle est livrée chez moi, elle est peut-être même moins chère. Nous, lorsque nous échangeons avec nos locataires, nous constatons qu'en fait, s'il y a cette transaction qui va passer par Internet, elle va se faire pour la quasi-totalité sur le site de l'enseigne qui est représentée. Donc en fait, l'enseigne dans le centre commercial devient une vitrine. Donc ça se nourrit. Et ça se nourrit, mais ça se complète. Il n'y a pas une évaporation vers des sites externes. Idem pour Balexer? Ben, je vais aborder votre question sur un autre angle. Jérôme a parlé des visiteurs qui viennent pour faire une expérience dans le centre commercial. Et moi, je vous dis aujourd'hui qu'il y a de la demande de la part des locataires, donc des enseignes, pour s'établir non seulement dans un centre commercial, mais comme il faut et en investissant beaucoup pour des enseignes. Donc, à quelque part, la demande est aussi là de la part des enseignes. Et aujourd'hui, il faut quand même proposer des choses en plus. Je prends un exemple, j'ai reçu hier un mail, le Japon qui s'installe à Balexer dès la semaine prochaine. Pourquoi alors? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire venir le Japon à Balexer? Merci pour me faire de la pub, c'est bien. Mais il se passe aussi plein de choses à la Voilà, attention. exactement. Très équitable tout ça. Quand on parle d'expérience, il faut bien la créer, cette expérience. Et en plus, à Balexer, on a vraiment un espace pour faire autre chose que de vendre et acheter. Ça d'accord, mais quel est l'intérêt in fine? Puisque les gens apparemment viennent déjà et que vous êtes très contents. Alors pourquoi est-ce qu'il faut en plus leur dire, et il y a le Japon? Eh ben, ils viendront encore plus, non seulement parce qu'il y a de nouveaux magasins, mais parce qu'il y a une expérience à faire avec des animations et avec des expositions. Je vous laisserai, si jamais vous voulez teaser, comme on dit dans les médias, quelque chose juste après à la Pride, parce qu'on parlera également de la France voisine, du tourisme d'achat. Est-ce que c'est encore aujourd'hui un problème? La réponse dans quelques instants sur Radio Lac, sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. À quoi servent les centres commerciaux en 2023? On a des réponses, on va encore en avoir d'autres grâce à Yvan Aralamboff, le directeur du centre commercial de Balexer, directeur de Balexer, et Jérôme Borfiga, directeur du centre commercial de la Praille pour Wincasa. Alors, je vais poser un mot au milieu de la table, la France, le fameux tourisme d'achat. C'est depuis presque la nuit des temps une question. J'imagine que ça l'est toujours. Qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? Allez-y, je vous laisse la patate chaude. On l'a toujours fait, puisque le tourisme d'achat n'existe pas que depuis 2 ou 3 ans. Il y a eu des crises successives, les questions de pouvoir d'achat, les choses comme ça, qui sont beaucoup plus prégnantes aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Oui. Clairement, il y a des effets d'aubaine qui sont apparus, notamment dernièrement avec la différence du prix du litre d'essence en France et en Suisse. Et ces effets d'aubaine créent un flux, je dirais naturel, parce qu'on est tous finalement des êtres humains. Et il a créé un flux plus massif de clients qui ont été de l'autre côté de la frontière pour remplir leur caddie, alors qu'à la limite, on aurait préféré qu'ils remplissent leur panier là-bas et les caddies chez nous. D'accord. On voit la nuance, effectivement. Même constat? Oui, même constat. Et puis, Yvan vient de le citer, en fait. On voit que ce tourisme d'achat, en fait, impacte principalement le côté alimentaire. On a plutôt bien résisté sur les parties autres, mais c'est plutôt l'alimentaire qui a été impacté parce que là, il y avait vraiment des conditions financières qui étaient
qui était plus favorable. Et Nathalie Harding, directrice, je le rappelle, du département politique de la CCIG, qu'est-ce qu'on peut dire, si toutefois on peut dire quelque chose de nouveau sur la question du tourisme d'achat? Alors, de nouveau, je ne sais pas, comme ces messieurs Voilà, le disaient, ça fait des années qu'on en parle et que malheureusement le commerce genevois doit vivre avec ça. Cela étant, on a vu en France l'inflation qui est quand même plus élevée que chez nous. Et donc, certains prix ne sont plus en ce moment forcément beaucoup plus intéressants pour les commerces genevois. Les chiffres récents, je ne les ai pas. Je sais que le département cantonal du territoire le canton de Genève va organiser une étude, je crois, ce printemps pour mesurer ce tourisme d'achat. Maintenant, le commerce local, c'est quand même... le commerce genevois, le commerce physique, c'est le cœur de la vie locale. Donc, je pense que les deux doivent vivre. Et puis, je rappelle quand même qu'à Genève, on a le niveau de vie qu'on a. On a aussi les salaires qu'on a. Donc, les prix, évidemment, ne peuvent pas rivaliser avec les prix français. Donc, on ne va jamais jeter la pierre à des commerces, à des clients qui... pour des raisons de pouvoir d'achat, peuvent difficilement faire autre chose que d'aller en France. Mais comme vous le disiez, c'est essentiellement pour l'alimentation. Donc, pour le reste, on fait nos achats à Genève. Ce qui me fait penser à une question peut-être de Béotien, ne m'en voulez pas. De quoi vit un centre commercial? Une enseigne dans un centre commercial, on comprend facilement, mais les revenus d'un centre commercial, c'est uniquement les loyers des enseignes? Un centre commercial, c'est une enveloppe, et puis un propriétaire qui met à disposition cette enveloppe et qui l'entretient, la fait vivre. Donc oui, il y a des loyers qui sont demandés aux enseignes. Et évidemment, c'est la seule source de revenus qu'a un centre commercial. Il n'y a pas un pourcentage sur je ne sais pas quoi que ce soit, ça ne marche pas comme ça. Disons que c'est un fonctionnement après qui va dépendre en fonction de ce que l'on va pouvoir mettre en place avec les enseignes. Est-ce que c'est le cas à la Praille? Oui. À Balexer aussi, est-ce que je vous voyais opiner Non, du chef pas un du tout. petit peu? C'est le cas partout? dans n'importe quel Voilà. centre commercial en Suisse. On a des business models qui dépendent de loyers fixes et de loyers variables au chiffre d'affaires. Et ce sont des baux, j'imagine, comme n'importe quelle autre entreprise. Est-ce qu'au bout d'un moment, il arrive à terme, on le change, le loyer peut augmenter, ça se libère, ça marche comment le turnover? Alors déjà, du turnover, il faut qu'il y en ait. Parce qu'on a un gros challenge en tant que directeur de centre commercial. On est censé suivre les effets de mode, suivre les habitudes des clients. Et puis du jour au lendemain, on ne peut pas demander à une enseigne de partir comme ça. Surtout, c'est lié à un bail. Et donc, il faut du turnover. Et c'est un bien pour le centre, pour la clientèle et pour le mix des enseignes du centre aussi. Bon, évidemment, on le sait, le télétravail a eu un impact très fort, les habitudes ont changé. Moi, j'avais pour habitude, je vais citer à chaque fois dans les deux, d'aller soit chez Rohr à la Praille ou alors à la crêperie, je crois que c'est Muller, à Balexer, prendre un petit quelque chose. Est-ce que ces enseignes-là vivent toujours bien aujourd'hui, quand on n'est pas une grande enseigne qui va vendre, je sais pas moi, de l'électroménager, des télés, des choses comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu ce côté allons passer un petit moment agréable à manger et boire un chocolat. Non, on a vraiment un retour des habitués. On a des tranches horaires bien spécifiques aussi en fonction de nos visiteurs. Et puis on le voit, parce que voilà, c'est notre métier également de pouvoir sortir des statistiques, mais on le voit au niveau de la durée de présence aussi dans un centre commercial. On parlait tout à l'heure de France voisine et on est plutôt sur des moyennes de 45-50 minutes. Moi, j'ai la moitié de ma clientèle qui reste plus d'1 heure et demie dans le centre commercial. Et j'élimine volontairement toute la partie loisirs qui, par définition, permet de rester plus longtemps. Exactement. Ça prend plus longtemps qu'1 heure et demie. On a vraiment des habitués qui viennent, qui vont s'installer, qui vont peut-être rencontrer des amis, boire un café, grignoter quelque chose, faire quelques achats ou pas, mais il y a vraiment cette fréquence et ce lieu de vie qui revient, clairement. Dernière question, quelle évolution est-ce que vous voyez tous les deux? Vous allez me dire, je n'ai pas de boule de cristal et vous auriez bien raison, mais est-ce qu'on a une tendance qui se dégage? Je n'ai pas une boule de cristal. Je savais. On a fait un exercice 2022 qui était vraiment très prometteur, puisqu'on a atteint des niveaux, que ce soit au niveau chiffre d'affaires que les enseignes génèrent ou au niveau fréquentation, on a atteint des niveaux de 2019. Et maintenant, l'année a commencé sur les chapeaux de roue, mais il ne faut pas oublier que le premier trimestre 2022 était encore impacté par les effets collatéraux du Covid, puisqu'il fallait le pass pour aller au restaurant, ne serait-ce pour
prendre que cet exemple. Mais je prends l'exemple de Balexer. On a carrément eu 20 ou 25% de plus que l'année passée au niveau fréquentation, ce qui est énorme. Même tendance, même constat, véritablement un retour de nos habitués, de nos consommateurs, et puis de cette durée dans le centre de présence qui revient sur les niveaux d'avant Covid, clairement. Et puis on l'a dit, qui devient de plus en plus un lieu de vie, déjà avec des cinémas. Mais j'ai parlé de Balexer tout à l'heure, je vais parler de la Praille. Aujourd'hui, il y a un cabinet dentaire, par exemple, il y a un barbier, voilà, il y a des choses comme Il y ça. a des espaces physio, il y a du bowling comme à la Praille. On a vraiment cette tendance qui se reflète dans les centres commerciaux qui marchent, c'est-à-dire d'avoir ce bon compromis entre des locataires qui proposent du commerce, de l'alimentaire, mais également du divertissement, de la restauration. Donc autre chose que juste de l'achat classique. On avait tellement le nez dans nos écrans qu'on a oublié que ce lieu-là existait parce qu'on était aussi coincés à la maison avec nos mesures que nous avions durant la pandémie. Je rappelle donc ces deux centres commerciaux que l'on connaît bien à Genève et que vous dirigez, Jérôme Borfiga, directeur du centre commercial de la Praille pour Wincasa, Yvan Haralambov, vous êtes le directeur de Balexer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Et si l'on mangeait plus sainement au bureau? Bonjour Pierre Sloman. Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité. Vous êtes le directeur et fondateur d'ailleurs de Rivka, R-I-V-K-A, c'est écrit sur votre jaquette. Qu'est-ce que Rivka? Alors, Rivka, c'est essentiellement la gestion de tout ce qui est restauration rapide, de vos pauses, de vos petits moments de voyage mental sur votre lieu de travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu qu'on saute toujours sur du café ou du thé, on va vous l'enrichir à faire découvrir toute la beauté de la Suisse dans votre pause. Vous allez trouver des produits qui viennent comme la plaine genevoise ou des boissons qui peuvent aller jusqu'à Solothurn. D'accord. Donc on va pas retrouver, parce que ça existe, il y a des fois des espèces de frigos avec des fondus dedans. Là, on parle pas de ça quand même, on parle de petits moments de pause, quoi. Tout à fait. J'essaie D'accord. vraiment de mettre en avant le monde un peu méconnu de la restauration suisse, qui est le snacking. Et pour être très honnête, ça s'appelle Parlons économie. Ça coûte combien? Parce qu'une petite barre chocolatée qui va coûter 1,50 francs, est-ce qu'on est dans cette gamme de prix pour vos produits? Tout à fait. Je me bats à tue-tête maintenant avec une année d'existence pour qu'on n'ait pas le label épicerie fine. On aura toujours des produits qui vont avoir qui débutent à 1,50 franc par exemple pour des pommes, des fruits frais, parce qu'on veut aller avec l'idée que avoir un creux et vouloir être sain, ça ne devrait pas être une question de budget, mais juste j'ai envie de grignoter, je peux. Comme on peut aussi avoir des produits qui coûtent 5,90, 6,90 ou plus autour de produits un peu plus élaborés comme des Si on fruits va secs. jusqu'à Solothurn. Comment tout cela a démarré? Parce qu'il faut dire aussi que vous faites plusieurs choses. On va évidemment en reparler, mais comment tout cela a démarré? Vous étiez dans une entreprise, vous avez dit, dis donc, j'en ai marre de manger une barre de chocolat qui a le nom d'une planète ou... Même pas. Ça fait maintenant à peu près 10 ans quand je suis revenu en Suisse que j'ai toujours essayé d'améliorer la communauté. En 2013, j'avais créé une association qui s'appelait Tais-toi et vote pour motiver les jeunes d'un point de vue neutre de pourquoi faudrait aller voter. Après cela, je n'ai pas arrêté de prendre différentes casquettes pour soutenir différentes actions. La dernière, c'était lors du début du Covid. J'avais fait une levée de fonds pour l'hôpital de Nyon-sur-la-Côte et quelques pharmacies pour les remercier pour les actions qu'ils ont fait. J'avais aussi rejoint le conseil communal dans mon village. Pour faire simple, j'ai toujours voulu, en dehors de ma vie professionnelle, soutenir autour de moi. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est sympa de mettre tout ça, mais on se retrouve toujours dans une situation à demander de l'argent, à demander un support financier pour que ça puisse aller plus loin. Et je ne trouvais pas ça être une solution durable, parce que c'est toujours du court terme. La personne qui me donne de l'argent aujourd'hui, il n'y a aucune garantie qu'il va le faire demain. Alors, j'ai étudié là-dessus sur quelques années, et je suis venu avec la solution, on est tous au bureau, on travaille tous, et on grignote tous entre les repas. Qu'on l'accepte ou pas, on le fait tous. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas mettre des produits sains, des produits diversifiés, et en même temps partager une partie de ces ventes avec une cause ou une association locale que le client lui-même pourra choisir. D'accord, donc le client, on parle de l'entreprise là où est installé le Tout à frigo. fait. Donc ça veut dire qu'une partie peut être versée à une association à côté de chez moi ou à l'autre bout du monde. Alors non, je demande que ce soit quand même local. D'accord. Une des raisons, c'est que l'idée derrière, c'est que le patron ou la personne qui va signer le contrat va choisir une cause qui fasse vibrer son équipe, qui les unisse un peu. Et d'un autre côté, c'est aussi pour s'assurer qu'il peut voir directement l'impact que ça a de soutenir cette cause.
Parce qu'on estime, dans les meilleurs des cas, qu'on va lever à peu près 1 000 francs par frigo. Si une petite association communale ou régionale, locale reçoit 1 000 francs, pour eux, ça fait nuit et jour, ce genre de budget. Vous donnez à une association qui travaille à l'autre bout du monde 1 000 francs, c'est pas le même impact ou ça n'a pas le même résultat que s'entendrait derrière. D'où justement, pourquoi pas soutenir le local au-delà de consommer du local. Donc on le comprend, hein, l'avantage c'est plutôt la cible que les particuliers. Vous faites deux choses. Vous êtes fournisseur de produits et vous avez des frigos. Il y a un côté autosuffisance, hein, d'une certaine manière finalement. Tout à fait. La raison pourquoi j'ai mis en avant le côté aussi fournisseur, c'est que je travaille en direct avec tous mes producteurs, ou je les appelle plus des transformateurs, parce qu'ils transforment un produit de base en quelque chose qu'on peut snacker. Alors je me suis mis aussi en tant que fournisseur pour que quand il y a des événements de réseautage, quand il y a des événements de conférences, quand il y a même des événements où on veut offrir un cadeau gourmand à ses clients ou à d'autres sujets, ben, on peut les mettre, on peut leur faire une petite découverte de toute la Suisse. Alors, je suis allé sur votre site internet, il y a quelques photos des frigos. Alors, évidemment, on trouve des choses extrêmement locales. Je vois aussi là des Twix, il y a des canettes de Coca-Cola. Tout Dis à donc, fait. c'est fait ni à Genève ni à Solothurn, cette affaire. Alors, 2 points. Le premier, le Coca est produit en Suisse. Oui, alors Mais- ça c'est vrai, vous avez raison. Le deuxième, c'est que on a essayé d'avoir une approche réaliste sur le marché. On a testé à différents endroits où on mettait que du 100% local. Le retour derrière était positif dans le sens c'est merveilleux, ces produits sains, ça fait plaisir, c'est tout, mais ça nous fait chier. La franchise vous honore. Dans le sens où ils veulent aussi des cochonneries. Et moi, je suis pas dans l'humour, ou je suis pas dans l'état d'esprit à attirer des abeilles avec du vinaigre, mais plutôt avec du miel. Si aujourd'hui, on propose seulement 10%, voire même moins, de ce genre de produits que j'appelle ordinaires dans nos frigos, l'objectif, c'est que demain, on puisse le faire à 100%. Mais on va les pousser dans cette direction en les soutenant, nos collaborateurs, les utilisateurs. Comment on fait ça? On va les vendre un peu plus cher, ces produits ordinaires, que les produits locaux. 2, on les donne des positionnements qui sont minoritaires dans le frigo, par exemple, quand vous mentionnez ces photos, et on les met dans des positionnements où ce n'est pas la première chose qu'on va voir. Le point que vous mentionnez aussi, peut-être pas encore, où vous allez le faire, c'est que dans nos frigos, on fait tout pour mettre en avant nos producteurs locaux. C'est une des raisons pourquoi on travaille en direct avec eux. Vous allez prendre un frigo, notre design à nous, notre logo à nous, il est que en haut pour expliquer comment ça marche le système comment ça fonctionne les achats. Mais à côté de ça, c'est juste les produits qui parlent pour eux-mêmes. On a tout fait pour que, pour nommer une marque Freely Industry de la Plaine, il puisse être vu. On a tout fait pour que le jus de pomme de Étoile, par exemple, est aussi vu. Mais les produits ordinaires comme du Coca ou du Twix, c'est généralement dans un endroit où Vous avez tout à fait raison, c'est un peu plus bas sur la photo que j'ai vue, pour attirer donc avec du miel. Oui, mais du miel GRTA. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Lac, sur One TV. C'est Parlons Économie. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Et si l'on mangeait mieux au bureau, Pierce Lohmann, le directeur de Rivka, a des frigos avec plein de bonnes choses dedans. D'ailleurs, ces frigos, j'imagine que vous allez démarcher certaines entreprises. Ensuite, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est fini? C'est-à-dire, on dit, il y a ça dedans, Punchlos? Ou est-ce qu'on discute, on dit, vous préférez quoi? Plutôt du local, plutôt du solide, du liquide? Alors, on fait tout pour que on remet la relation humaine dans notre business. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, on visite sur les lieux, on discute en direct avec notre client, on a fait tout un barème, tout un système pour qu'il y ait une synergie ou une transparence de communication qui se passe. Avec chaque frigo qu'on installe, on groupe une communication centralisée avec les utilisateurs pour que eux, ça leur donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir écouter, de pouvoir même donner leur intérêt. Tiens, je voudrais avoir cette meilleure expérience, j'ai envie d'avoir ce type de produit. Et moi, ça me donne l'opportunité de leur dire, ce produit arrive bientôt à la fin, profitez-en avec une action spéciale où on va avoir ce nouveau produit d'un nouveau producteur ou d'un nouveau transformateur qui va venir se présenter. Venez le découvrir. Bon, on voit que l'aspect développement durable est très prégnant, est essentiel dans ce que vous faites. Tout à fait. On a fait tout un barème de prix sur nos services qui va d'un extrême hyper budget, où aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas moins cher que nous, à hyper durable, où il n'y a pas plus durable que nous. Et je vais donner 2 exemples principaux. La première, c'est qu'on propose une option qui peut éteindre les frigos à des moments creux ou pendant le week-end. Quelque chose qu'aujourd'hui, personne d'autre n'a la possibilité de faire. La deuxième, c'est qu'on est en position à pouvoir proposer même des snackings dans un emballage 0 déchet. On travaille avec des partenaires qui nous permettent de travailler en direct
avec mes transformateurs pour qu'ils mettent leur snack dans nos emballages, qui n'est pas de nous, mais d'un D'accord. partenaire. On n'est pas au point, on va manger l'emballage, quoi. Non. D'accord, très bien, vous m'avez fait peur. Non, justement, on a essayé de réfléchir d'un point de vue économique, d'un point de vue business plan, d'un point de vue durabilité. Comment est-ce qu'on peut aller de l'avant pour faire que ça fonctionne? Et également, j'ai l'impression qu'il y a une vraie appétence autour de ça, puisque vous avez été finaliste du prix IDEA 2022, par exemple. Donc là, je pense que c'est le genre de prix qui donne une certaine visibilité. Ça m'a donné c'est toujours bien de se faire voir, surtout pour une jeune De entreprise, bien se faire voir. surtout. Parce qu'un des challenges qu'on a dans la première année, c'est parmi les divers challenges, c'est la crédibilité. Mm. Parce que tout le monde qui vient crier dans la rue, je peux faire ça, je peux faire ci, c'est sympa, mais donner des paroles n'est pas toujours une preuve de réalité. Ce que j'ai pu voir, et c'est ce que j'ai pu tester avec eux et en dehors du prix IDEA, c'est la faisabilité et la durabilité juste du business plan, du point de vue économique, d'un point de vue impact et aussi d'un point de vue de réalité. Nathalie Hardine, je rappelle que vous êtes la directrice du département politique de la CCIG. Là, on est dans la jeune entreprise genevoise, dynamique, qui met en avant les produits locaux. J'ai l'impression que quasiment toutes les cases sont cochées. Toutes les cases sont cochées. En plus, monsieur a reçu le prix EDA, qui est un prix qui est vraiment extrêmement reconnu sur la place. Donc, moi, je trouve que c'est absolument passionnant, ce type d'entreprise. Comme on le disait hors antenne, c'est pas forcément de l'innovation, mais c'est une entreprise qui a un business model qui tient la route, qui propose des produits locaux, des produits frais, des produits responsables. Donc, il faut qu'il n'y ait plus que les clients à assurer, à C'est ça. ferrer. Moi, c'est ce que j'appelle une entreprise puzzle, c'est-à-dire qu'on va prendre plein de bonnes choses et on va les assembler ensemble parce que personne ne l'avait fait avant vous, ou alors peut-être pas aussi bien que vous. D'ailleurs, le réseau, comment on le met en place? Pas tant le réseau de frigo, mais le réseau de producteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et c'est tant mieux. Alors, juste avant de répondre, juste une petite correction. T'en prie. J'ai pas reçu le prix. Je fais partie des finalistes qui ont été retenus, mais j'ai pas eu cette chance-là. Ce qui est déjà pas mal. J'avais Hein. mal compris, désolé. Moi, j'ai jamais été nommé. Vous voyez. Mais voilà, donc sur le côté Il y a une réseau, volonté, sur les il y a une producteurs. solution. Voilà, c'est ça. Alors, comment je choisis mes producteurs? C'est très simple. D'abord, je veux les rencontrer en personne. Le deuxième point, c'est que j'ai envie de m'assurer qu'ils font quelque chose avec beaucoup d'amour et avec aussi une idée de j'ai envie que un maximum de personnes puissent en profiter et pas juste quelques gros clients d'un point ou de l'autre, mais que ça soit vraiment bien diffusé. Parce que le principe même d'un snack, c'est pas avec du caviar ou de la truffe. Mais au contraire, c'est le petit enfant après les heures d'école qui a un petit creux, il peut se prendre une compote de fruits. Ben, dans ce cas-là, viendrait du canton de Valais, ou un petit jus de pomme qui pourrait même venir du canton de Genève, et sans que la mère s'arrache les cheveux à cause du coût que ça coûte de pouvoir consommer ça. Je regarde notre stagiaire de 14 ans qui me confiait, Jeanne me confiait hors antenne qu'elle, c'est un bout de pain. Mais si c'est un bon pain genevois, Jeanne, nous, ça nous va. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la nature aussi d'un snack, c'est que ça a aussi une durée de vie qui n'est pas de 2-3 jours, mais qui a une longue durée de vie. Moi, je fais tout pour qu'on n'a pas besoin d'y aller tous les jours à ces frigos pour s'en occuper. Au contraire, mon objectif, c'est qu'on y aille une fois par mois pour que ça puisse vivre. Après, on va y aller plusieurs fois. Mais l'idée est là. Ça veut dire qu'on doit mettre des produits dedans qui peuvent aussi avoir une petite vie de longue durée sans que ça soit rempli de chimiques ou de malsaines. Alors, je vous repose la question que j'ai posée au début. Combien ça coûte? Les produits, on a bien compris, mais l'installation du frigo, l'entretien. Je suis une entreprise, je veux un frigo pour quelques employés. Combien? On facture 500 francs pour tout mettre en place. Après, ils choisissent le type de frigo qu'ils veulent par rapport à leur taille. On a des frigos qui ont une note énergétique de B+, ou supérieure, qui coûtent à peu près 250 francs par mois. Ou sinon, ils prennent le frigo standard qui est le plus populaire, qui est juste 150 francs par mois. On a encore des options beaucoup plus moins chères. Par exemple, juste 30 francs par mois, vous pouvez avoir la boîte avec déjà des snacks dedans. Et la suite pour tout cela, est-ce que c'est de passer, comme d'autres entreprises le font, à des repas, par exemple, pour le midi, des choses comme ça, ou c'est pas l'objectif immédiat? Pour aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Mais au contraire, si j'ai un client qui vient vers nous, qui nous dit on veut un repas, nous, on va chercher un traiteur ou un restaurateur qui est proche de chez eux. On fait tout ça pour vraiment faire vivre l'économie locale, parce qu'on veut vraiment pouvoir dire que nous, on soutient le local au-delà de consommer du local. Et c'est pas seulement pour pouvoir soutenir une association locale, mais ce sera aussi soutenir l'économie locale. Ça s'appelle Rivka, R-I-V-K-A. Pourquoi ce nom? Alors, j'ai 3 filles. Ma deuxième fille s'appelle Rebecca. J'ai essayé de chercher sur Internet l'origine du mot Rebecca, et c'était Rivka, qui veut dire être rassasié.
D'accord. Et moi, mon objectif, c'est de parrainer cette entreprise pour plusieurs générations. Je me suis dit, ça ne pouvait pas être mieux fait que utiliser le prénom de ma deuxième fille. C'est une très très belle manière de créer une entreprise florissante et locale. Rivka, donc, que vous avez créé. Pierre Sloman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Le focus. Comment va la pharma en Suisse? Bonjour Stéphane Mumenthaler. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Science Industries. Il y a un rapport finalement qui vient de sortir. Avant toute chose, qu'est-ce que Science Industries? Bon, Science Industries est l'association économique suisse des industries chimie, pharmacie et des sciences de la vie. Et ces industries apparaissent ainsi comme un pilier central de l'économie extérieure nationale suisse et ils aussi fournissent une contribution déterminante à la prospérité de notre pays. Nous représentons à peu près 250 entreprises membres dans ces domaines. En Suisse, alors voilà, il y a quand même un vivier assez incroyable d'entreprises qui sont dans la pharma. Vous avez sorti, c'est en anglicisme, un Global Industry Competitiveness Index. Donc, comment se porte la pharma en Suisse? Bon, l'industrie chimique et pharmaceutique suisse est hautement compétitive. Elle occupe la deuxième place dans cette étude Global Industry Competitiveness Index, derrière des États-Unis. Juste derrière les États-Unis. Oui, exactement. Alors ça, c'est quand même assez incroyable parce qu'on le sait que la pharma est très présente et très forte en Suisse. Moi, j'ai parfois un peu de mal à comprendre pourquoi, parce qu'on est un petit pays, et comment est-ce qu'on arrive à être aussi compétitif? Bon, on a assez de force ici en Suisse. Les résultats sont particulièrement bons dans les piliers performance et qualité de la place économique. Et au niveau de la performance, la Suisse se classe au premier rang mondial, grâce aussi à la forte croissance de création de valeur et de la productivité ici en Suisse. Dans la catégorie qualité de la place économique, c'est la fiscalité, la réglementation qui sont très bonnes ici en Suisse. On atteint une excellente deuxième place. Donc la Health Valley, c'est une réalité, ça existe vraiment. Ce n'est pas juste dans les journaux. Bon, on a plusieurs Health Valleys ici en Suisse, mais l'Arc lémanique, c'est un de ces valleys. Alors ça, c'est très intéressant justement ce que vous dites. On a plusieurs Health Valley. Est-ce que c'est très concentré? Est-ce que, par exemple, Genève, c'est les parfums, le Valais, c'est la biotech, et ça s'arrête là? Ou est-ce que les choses sont mélangées? Non, ils sont mélangés, mais ils se concentrent dans des différentes régions de la Suisse. Bon, en relation internationale, à la fin, la Suisse, c'est comme une place grande. Mais il y a des régions comme Bâle, Zurich-Zug et aussi le bassin lémanique et Espace Mittelland qui sont très compétitifs. Et le numérique, j'imagine, est venu bouleverser tout cela durant les dernières années. Est-ce que ça a beaucoup impacté la Suisse et les entreprises représentées chez Science Industries? Oui, effectivement, c'est aussi une faiblesse de la Suisse. La Suisse glisse de la 3e à la 4e place dans les piliers position de marché et productivité, aussi pour la numérisation. Le pays risque ici de prendre du retard à la fois dans la mise en œuvre des technologies numériques dans le système de santé et dans la pénétration numérique de la recherche et du développement chimique et pharmaceutique. Et tout ce qui est accord cadre avec l'Union européenne, on en a beaucoup entendu parler, le projet Horizon. Alors on en a parlé sur le volet universitaire, mais dans le volet entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est aussi un problème qu'avec les relations avec l'Union européenne, on a des difficultés maintenant. Et le premier problème, c'est le Horizon Europe, l'accord international sur la recherche, que l'instant, on ne participe pas. Nathalie Hardin, peut-être un avis là-dessus, ou alors une question? Oui, plutôt une question, parce que la chimie et la pharma suisse se classent deuxième après les États-Unis. C'est une grande fierté. C'est source d'emploi, de richesse, de recettes fiscales. On sait qu'il y a une pénurie de personnel qui existe déjà et qui va se poursuivre. Alors, dans vos domaines, qui sont quand même des domaines très pointus, qu'est-ce que vous faites pour éviter ce risque de pénurie à l'avenir? Bon, on commence très tôt, on commence avec les petits. On a aussi une fondation qui cherche de faire plus populaire les MINT, la mathématique, l'informatique avec les jeunes. Et ça s'appelle Simply Science. C'est toujours les sciences qui sont au milieu de nos efforts. Et
On essaie aussi, vous avez mentionné l'Union européenne, de conduire un rapport bien avec l'Union européenne pour avoir accès au talent international. Nous avons besoin de ces talents. Et c'est justement un talent qui est avec nous, Stéphane Momentaler, qu'on va retrouver dans quelques instants sur Radio Lac pour la dernière partie de Parlons Économie. Nathalie Hardin, talent également, bien entendu. Parlons économie sur Radio Lac. Le focus. Le directeur de l'association Science Industries, Stéphane Momentaler, est toujours avec nous. On s'intéresse à la pharma. Comment est-ce qu'elle va en Suisse? Elle va bien, classée deuxième derrière les États-Unis de cet index, le Global Industry Competitiveness Index. Moi, je suis surpris de ne pas trouver devant nous des pays comme la Chine, comme le Japon, qui ont beaucoup de connaissances, qui investissent massivement là-dedans, avec succès également. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus. Comment ça se fait? Non, mais vous avez raison. Surtout la Chine a fait beaucoup de progrès. Ils sont maintenant aussi dans les top 10 des places pharmaceutiques dans le monde. Et aussi le Japon est aussi dans les top 10. Alors, c'est bien des places où on investit beaucoup dans la recherche, comme vous dites. Et des fois, c'est aussi un peu une différence qu'ils embrassent les nouvelles technologies, tandis qu'ici, on voit souvent aussi les risques liés avec ces nouvelles technologies. Oui, on ne va pas forcément très très vite effectivement autour de ces questions. Alors, est-ce que c'est la Suisse qui est bien placée ou les Suisses qui sont bien placés? Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers, parce qu'on a besoin de talents étrangers pour ces entreprises-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes suisses qui travaillent dans cette industrie en Suisse? Oui, bien sûr aussi, mais vous avez raison que à la fin, sur la place suisse, on travaille ensemble, on prend aussi les meilleurs talents de tout le monde, surtout dans la recherche. Ce ne serait pas possible d'être à la pointe de la recherche internationale seulement avec les talents suisses, tandis qu'on a des très bonnes universités et instituts ici en Suisse, comme l'EPFL. Mais on a besoin des talents internationaux de tous les pays. Est-ce que vous avez le sentiment également qu'on comprend bien toujours ce que fait la pharma? Je m'explique, on a vécu une période très compliquée avec le Covid et tout le monde tombait, enfin tout le monde, non, mais justement ceux qui étaient en désaccord tombaient sur la pharma en disant oui, c'est Big Pharma, tout ça c'est de la faute de Big Pharma, comme par hasard ils font des profits, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'on comprend bien les enjeux de la pharma? Oui, je pense mieux avec la pandémie. C'est une chose compliquée, vous avez raison, on doit toujours parler de ça, c'est pour ça que je suis ici. Et je vous en remercie d'ailleurs. Mais je pense que la pandémie a aidé aussi parce que tout d'un coup, la santé était au milieu de toutes les discussions politiques et on a vu que la pharma a pu réagir très vite. C'était un nouveau record mondial dans le développement de ce vaccin. Et ça a aussi aidé à ces discussions dans le lien de la santé. Vous l'avez dit, ça a été au centre de toutes les discussions. On peut donc peut-être parler des notions de fiscalité également autour de la pharma. Comment se passent les choses? Quelles sont les réalités d'aujourd'hui et les besoins de demain? Oui, d'une partie, c'est une des grandes forces de la Suisse. On a une bonne fiscalité aussi ici dans la Suisse romande. On est bien compétitif sur ce niveau, mais c'est aussi un défi. On aura cet été la réforme fiscale de la OECD et on est sous pression de faire passer ça parce que sinon, c'est les autres pays qui vont arracher notre fiscalité. Et aussi sur des questions, ça j'aimerais bien, je vous envoie un petit peu beaucoup de choses parce qu'on a peu l'occasion de discuter avec vous. Sur les notions de brevets, on sait que c'est très lié à ça. Une entreprise doit avoir des brevets pour ensuite pouvoir faire quoi que ce soit, des parfums, des médicaments, quoi que ce soit. Est-ce que ça, c'est simple à gérer? Est-ce que ça peut partir facilement à l'étranger aussi? Vous avez raison que c'est absolument important. Les brevets, c'est ce qu'on a dans l'industrie pharmaceutique. On investit beaucoup et longtemps. Ça prend 10 à 20 ans pour développer un nouveau médicament. Et on investit des milliards de francs. Et à la fin, si on a des brevets sur ça, c'est tout ce qu'on a. Alors, on a le temps de 15 ans à peu près pour gagner de l'argent sur ce brevet. Et puis après, c'est générique et le prix va tomber. Alors, dans ce temps de 15 ans, c'est important d'avoir les brevets dans tout le monde. C'est bien les génériques ou pas quand on est le directeur de Science Industries?
Non, bien sûr, c'est bien les génériques parce que à la fin de brevet, ça va être pour tout le monde. Et c'est un contrat social qu'on a eu. On protège ces investissements aussi pour à la fin avoir ces génériques. Si on ne protège pas les investissements, on n'aura pas après les génériques non plus. Je rappelle, Stéphane Momentaler, que vous êtes le directeur de l'association Science Industries. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve jeudi prochain en direct, 14h-15h sur Radio Lac. Quand vous le souhaitez également sur radiolac.ch. Et puis je vous rappelle ce qu'on disait en début d'émission. Vous êtes entrepreneur, ça vous intéresse de découvrir ce congrès mondial des chambres de commerce organisé à Genève. Ça se passe sur ccig.ch. À la semaine prochaine. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.